Bonjour Laïmamba, bonjour Thierno Souleymane, voilà, et bienvenue aussi. Voilà, aujourd'hui je ne sais pas comment se passe ma rivière, je suis complètement rouge là, voilà, mais je suis un noir. Voilà, bien. Donc, je vais attendre quelques 2 ou 3 minutes pour démarrer, voilà, juste le temps de partager si vous voulez bien, merci. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui il n'y a pas de musique. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui il n'y a pas de musique. Bien, j'ai enlevé ma montre parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Voilà. Donc, je voudrais vous saluer aussi, chers amis internautes qui nous suivez en direct ou en replay sur Marketing TV Monde. Voilà, donc c'est toujours un plaisir renouvelé de vous revoir, de vous rencontrer virtuellement, de pouvoir échanger et discuter. Voilà, en tout cas, je suis personnellement, moi, maintenant, Marketing TV Monde, qui est devenu ma télé préférée. J'y apprends énormément de choses dans le domaine du commerce international, du marketing, de la fiscalité. Il y a énormément de très, très belles choses qui sont faites sur cette chaîne. Et je crois que, en tout cas, avant même que le téléenseignement ne soit vulgarisé, c'était déjà une excellente solution. Voilà, bien. Donc, Dramé, je vous salue aussi. Je suis très heureux des challenges que vous avez faits. Je crois que vous avez vu ce que Laïmamba a fait hier et ce que Sanodia a publié aussi tout à l'heure. Donc, je crois que ça devient très chaud là. Il faut une remontada, comme vous dites dans le langage du football. Je suis, voilà, donc moi aussi, je vais essayer de faire une autre vidéo. Je vais demander à ma sœur Anne-Marie Fall, qui est une experte en communication hors pair, qui fait une grande sensibilisation sur les bonnes pratiques contre le Covid. J'espère qu'elle va aussi nous faire une belle vidéo, puisqu'elle développe bien le leadership féminin. Ben, on n'a pas encore de femmes, il n'y a que les hommes, donc je crois que c'est le moment aussi que les femmes nous montrent de quoi elles sont capables et comment est-ce qu'elles font le sport à la maison, quel que soit le type de sport d'ailleurs, on sait qu'elles sont très braves. On voudrait aussi voir des encouragements. Voilà. L'idée, comme je l'ai dit, c'est d'encourager tout le monde à faire du sport à la maison, à ne pas rester sans faire d'activité, mais aussi sensibiliser nos parents pour qu'ils puissent bouger. C'est très important parce qu'on a vu que par rapport à cette maladie
du Covid-19, la plupart des cas mortels sont des cas en fait de comorbidité, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient déjà une maladie grave et le Covid vient en fait les achever. Donc c'est important qu'on puisse bouger parce que toutes ces maladies-là qui sont liées notamment, comment vous appelez ça encore, au diabète, à l'hypertension, etc. et tout ça, n'aiment pas le fait de ne pas faire du sport. Donc on encourage en fait ces petites vidéos très cool, c'est en fait pour encourager chacun à en faire, voilà, donc c'est ça l'idée, ma sœur Anne-Marie, voilà, bien. Je voudrais aussi saluer Chimère Wad, un grand salut aussi à Didier Prince, à l'UNWAD, qui fait un travail énorme d'information, de sensibilisation et d'implication des Sénégalais émigrés, des Sénégalais de la diaspora, qui sont des membres de notre communauté, qui se sont sentis un peu frustrés en certains moments parce que certains n'ont peut-être pas pu bien faire passer l'information ou la communication. Il y avait de la peur, voilà. Mais la diaspora, c'est nous. Vous êtes nous, nous sommes vous. On vous considère comme des membres de la famille. On vit avec vous tous les matins et tous les soirs. Et nous sommes très tristes du sort qui arrive aux habitants des pays où est-ce que vous êtes. Mais nous sommes de tout cœur avec vous. Nous prions pour vous. Et nous souhaitons qu'Allah vous sauve de ça et vous amène à retrouver votre activité et votre gaieté. Et aussi, nous souhaitons que vos familles que vous avez laissées ici soient encore plus protégées. Voilà. Donc, vous êtes avec nous et merci à l'UNWAD de Didier Prince qui fait un excellent job de ce côté-là. Voilà, bien. Donc, bonjour Papignan, bonjour Elhaj Fallou Lo. Voilà, bien. Alors, donc, comme je ne suis pas animateur télé, je vais essayer quand même de démarrer un peu cet échange d'aujourd'hui. Voilà, bonjour Mouni. Je voudrais juste dire que ce thème sur la négociation commerciale qu'on va entamer aujourd'hui, on ne va pas le traiter d'un trait. On va essayer, comme on est dans un confinement, on va essayer de le traiter bien, mais en plusieurs parties. Voilà, bien. Donc, la première partie d'aujourd'hui va traiter de 2 points. À savoir notamment qu'est-ce que c'est que la négociation commerciale et sur un deuxième point, notamment comment prépare-t-on la négociation commerciale. Ce sont les 2 points que nous allons nous fixer. Voilà, bien. Donc je vais essayer aussi de faire le... Alors, voilà, c'est ça. De démarrer donc un minuteur pour que mon émission ne dépasse pas le cap notamment des 30 minutes. Voilà, donc je crois que je le suis bien. Alors, donc, la négociation commerciale, c'est un aspect très important de l'activité de la force de vente. Et justement, on avait sorti parmi les 4 rôles de la force de vente, un des rôles qui était le négociateur sur le lieu de vente. C'est le cœur de métier du représentant commercial. Parce que les entreprises fabriquent quelquefois les mêmes produits à quelques différences près. Et l'idée, c'est d'aller convaincre les clients de choisir notre marque à la place des marques des concurrents. C'est un travail énorme à faire et c'est seul le représentant commercial qui est habilité à faire ce job. Et aller négocier, ça demande un certain talent, ça demande certaines qualités dont on avait parlé, mais dont on reparlera à la fin de la vidéo, qui sont particulièrement importantes. Voilà, bien. Alors, bien sûr, la négociation a fait l'objet de plusieurs théories, de plusieurs approches, depuis les Roosevelt, depuis les Kissinger, etc., jusqu'à l'école de la Harvard Business School, sur notamment l'approche de la négociation raisonnée comment on appelle ça encore, qui est en tout cas aujourd'hui la méthode la plus utilisée et qui était une méthode qui venait pallier à ce qu'on appelait les méthodes de négociation distributive. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, bien. La négociation commerciale, c'est l'ensemble des démarches effectuées pour conclure, dans un terme plus ou moins éloigné, un accord commercial liant 2 parties. C'est aussi simple que ça. Donc, on est dans une démarche où on cherche à avoir un accord, à court, à moyen ou à long terme. Généralement, la négociation de vente, c'est une négociation pour avoir un accord à court terme. Pour les produits de consommation courante, pour maintenant d'autres produits très importants, les biens durables par exemple, la négociation peut être sur un horizon du moyen terme. Voilà, bien. Donc, l'idée
c'est d'aboutir à ce qu'on appelle un accord commercial. Ça peut être donc un contrat commercial, une affaire, on peut appeler ça une commande, j'ai obtenu une commande, ça peut être j'ai obtenu un marché, j'ai fait la transaction, etc. Tous ces mots sont utilisés pour désigner l'aboutissement d'une négociation commerciale. La négociation commerciale peut être à dominante acheteur ou à dominante vendeur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais on parlait la dernière fois de la distribution, par exemple. L'entreprise de distribution va avoir dans ce qu'on appelle son retail mix, parce qu'il y a 6 éléments dans la stratégie marketing du distributeur. Dans le retail mix, il y a la partie achat qui est très importante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de catégorie management. Par exemple, le catégorie manager, lui, il fait des négociations à dominante acheteur, parce que réellement, c'est un acheteur, parce qu'il ne fabrique pas, il achète pour pouvoir notamment revendre. Par contre, l'industriel, lui, il fait une négociation à dominante vendeur. Il cherche à amener ses clients ou ses distributeurs à pouvoir acheter ses produits. D'accord? Quand on parle de négociation commerciale, il faut qu'il y ait 2 éléments qui se posent en fait. Donc 2 éléments doivent être notamment en place pour qu'on puisse parler de négociation. Le premier élément, c'est la livraison d'un bien dans des conditions définies. Donc, on négocie pour pouvoir livrer un bien. C'est ça. On voudrait que quand la négociation aboutisse, que ça se transforme par la livraison d'un bien à un client. Que le bien soit notamment un produit ou un service. Mais il y a la contrepartie aussi de la négociation. La contrepartie de la négociation en matière commerciale, en tout cas dans les entreprises commerciales, c'est le prix notamment du bien qui a été livré. Donc la négociation, c'est pour aboutir à du client et le versement de la contrepartie par le client à son fournisseur. D'accord? Alors, pour qu'il y ait une négociation commerciale, notamment à dominante vendeur, parce que je parle plus de la négociation à dominante vendeur, il faut que 5 conditions soient réunies. La première condition, c'est que les négociateurs doivent être en situation de face à face. On ne peut pas négocier en déléguant la négociation à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas venir dans une entreprise, rencontrer la secrétaire et lui dire, bon, puisque votre patron n'a pas de temps, je voudrais que vous lui proposiez le produit et que vous lui disiez que c'est ça, ça, ça. Ça, ce n'est pas de la négociation. D'accord? Dans une négociation, on est face à un acheteur avec qui on va discuter. Donc, quand on délègue l'activité à une autre personne, on n'est plus dans la négociation. Le vendeur négocie en face à face avec son client. Quand je parle de face à face, ça peut être un face à face physique ou un face à face d'une autre manière. Ça peut être par exemple du phoning, ça peut être une vente par Internet, etc. Mais il faut qu'il y ait une situation où le vendeur s'adresse directement à son acheteur qui lui répond. Donc ça, c'est un point important. Deuxième élément de la négociation qui est fondamental, c'est qu'il faut qu'il y ait divergence. Parce que l'objectif de la négociation, c'est d'aplanir les divergences. Donc, quand il n'y a pas de divergence, ben, il n'y a pas de négociation. Voilà. Quand vous allez, par exemple, au supermarché, vous trouvez un savon, le prix c'est 500 francs, il n'y a pas de négociation. Le prix est déjà établi. Si vous êtes d'accord avec le prix, vous achetez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Voilà. Mais quand on a un accord, quand on est d'accord, ben, il n'y a plus de négociation. Voilà. Hein. C'est comme certains commerciaux qui font des erreurs quelquefois en négociation. Vous discutez, vous négociez avec le client est d'accord. Au lieu de passer à la conclusion, ça va être « oui, mais monsieur, est-ce que vraiment vous êtes d'accord ?» etc. et tout. Ça pose un problème. Quand l'individu est d'accord, les divergences sont aplanies et on est plus dans la conclusion qu'autre chose. Donc, pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait des divergences. Parce que s'il n'y a pas de divergence, ben, il n'y a pas de négociation parce que justement, l'objectif de la négociation, c'est d'arriver à un accord. Un troisième point important, une troisième condition pour qu'il y ait une négociation, c'est la volonté de parvenir à un résultat. C'est très important. La dernière fois, en parlant d'objection, notamment quand on parlait de l'argumentaire, j'avais dit que quelquefois vous tombez sur des prospects ou des clients qui font ce qu'on appelle une objection, un refus déguisé. C'est-à-dire, ils vont vous dire, par exemple, vous ne coûtez pas du tout cher, vous coûtez très cher. Vous lui démontrez que vous êtes le moins cher, il va continuer à dire que vous êtes très cher et il ne veut pas donner d'exemple, d'excuses ou de justifications. Dans ce cas, cet individu ne veut plus négocier. Donc, quand un individu ne veut plus négocier, ce n'est pas la peine de continuer à négocier. Voilà. De la même manière, un représentant commercial que pour X ou Y raison n'est pas en forme, n'a pas envie d'aller travailler, n'est pas très content de son paiement, etc.,
et qui se dit je vais aller travailler pour travailler, il y a de fortes chances qu'il n'ait aucune envie d'aboutir à un résultat. Dans ce cas, ce n'est pas la peine d'aller négocier. La négociation n'a de sens que si chaque partie est prête à y mettre du sien pour arriver à un résultat. Donc, la volonté, je ne dis pas l'envie, la volonté d'aboutir à un résultat. Quatrième condition pour qu'il y ait négociation, quatrième condition de la négociation, c'est la nécessité d'un objectif et d'une marge de manœuvre. C'est important, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Quand on va négocier, il faut qu'on ait un objectif. C'est quoi mon objectif dans cette négociation? Est-ce que c'est juste de présenter mon produit? Est-ce que c'est de vendre? Est-ce que c'est de travailler sur un partenariat à long terme? C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon objectif? C'est important qu'il y ait un objectif qui soit clairement précisé, en tout cas pour celui qui va vendre, et que ça soit clair aussi, notamment pour votre vis-à-vis dans le cadre de la négociation. Et autant il faut qu'il y ait un objectif, autant il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une marge de manœuvre. C'est d'une importance capitale en négociation. Il ne faut jamais aller négocier en disant « voilà ce que j'ai pas plus que ça ». Ou bien « voilà ce que je vous propose, c'est ça ou c'est rien ». On ne négocie pas. Dans ce cas, on verra tout à l'heure, on est dans une négociation de position où on ne veut pas bouger et généralement ça amène des clashs ou ça aboutit à un résultat qui en général n'est pas un résultat plaisant, qui ne fait plaisir à personne. Donc c'est important d'avoir une marge de manœuvre. C'est pourquoi quelqu'un qui va aller négocier doit préparer une stratégie et des tactiques. C'est très important. Quand je vends un produit, le produit, je ne peux pas le changer, mais je peux changer certaines choses. Les conditions commerciales, les modalités de paiement, les services après-vente. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre autour et qui vont nous permettre, en fait, dans la négociation, d'avoir une marge de manœuvre pour nous adapter aussi aux conditions, aux exigences ou à la situation de notre vis-à-vis. C'est extrêmement important qu'il y ait cette marge de manœuvre. Si vous n'avez même aucune marge de manœuvre, imaginez, inventez des aspects psychologiques qui peuvent jouer dans l'esprit, notamment de votre acheteur. Je vous présenterai, si le temps me le permet, une petite vidéo démonstrative de l'intérêt notamment de ce facteur psychologique dans la négociation. Le dernier point, la dernière condition de la négociation, c'est qu'il ne faut pas que le rapport de force soit déséquilibré. C'est vraiment très important que le rapport de force ne soit pas trop déséquilibré. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de négociation. Quand le rapport de force est déséquilibré, le plus fort impose ses conditions à l'autre. Et on est dans ce qu'on appelle une négociation win-lose, c'est-à-dire quelqu'un gagne et l'autre perd. Et ce n'est pas une bonne approche de négociation, parce que si le plus faible subit l'ensemble de vos conditions, la prochaine fois, il va essayer peut-être, s'il est en position de force, aussi de vous imposer ces conditions. Ou bien si vous êtes le plus fort, vous imposez l'ensemble de vos conditions au client qui achète parce qu'il n'a pas d'autre choix, généralement, il va après créer de gros problèmes sur notamment le paiement, sur les services après-vente, sur le suivi. Il va vraiment chercher à vous trouver des difficultés ou à vous rendre la chose moins facile. Pourquoi? Parce que lors de la négociation, vous ne lui avez pas laissé le choix, vous lui avez imposé les conditions. Ça, c'est absolument clair, d'accord? Voilà, bien. Alors, maintenant, revenons sur les types de négociations. On peut identifier 3 stratégies de négociation, notamment, possibles. Parce que dans ces histoires de négociation, c'est important, si vous avez le temps, d'aller regarder un peu le document d'Eric Berne sur l'analyse transactionnelle, qui montre que, notamment, les gens sont dans une situation d'expression de leur force ou de retrait, donc de faiblesse. Ce qui fait qu'on a 3 situations possibles. La première situation, c'est quand, notamment, le vendeur est plus fort que le client, ou que le client a une position de force ou bien un pouvoir de négociation important par rapport au vendeur, et qu'il veuille lui imposer, notamment, ses conditions. On est ici dans une négociation conflictuelle. Pourquoi? Parce que quelqu'un est plus fort et veut imposer les conditions à l'autre. On est donc dans une négociation win-lose. Ce n'est pas une bonne approche de négociation. Une deuxième approche de négociation, c'est ce qu'on appelle le compromis. C'est quand, dans la négociation, les deux acteurs ont la même force et chacun ne veut notamment faire un geste pour pouvoir faciliter l'accord. Qu'est-ce qui va se passer?
Ils vont notamment chacun essayer de montrer leur puissance, mais en même temps, ils ont envie d'aboutir à un résultat. Il y aura forcément un résultat, mais ce sera le pire résultat qu'on peut obtenir d'une négociation. On sera dans le compromis qu'on appelle le lose-lose. On est arrivé à un résultat, mais dans le résultat, en réalité, personne n'est vraiment satisfait. La troisième approche de négociation, c'est la négociation win-win, gagnant-gagnant, qu'on appelle aussi la négociation coopérative. Si vous me le permettez, je voudrais vous laisser écouter une petite vidéo, ou en tout cas en audio, écouter un peu une petite présentation qui permet de bien comprendre l'enjeu et l'intérêt de notamment la négociation, coopérative. Voilà, tiens. Attention. Excusez-moi, je crois que je vais enlever, je vais mettre le son. Cette présentation avec votre femme pour décider quel film regarder, avec vos enfants pour qu'ils mettent la table. J'espère que le son passe. Si vous êtes entrepreneur, que ce soit avec une entreprise ou avec une présence en ligne, l'importance de négocier est d'autant plus vraie. Alors comment vous pouvez améliorer vos compétences de négociation significativement, même si vous avez peur de négocier? Voici 3 conseils basés sur la recherche scientifique. Utilisez-les et vous allez mieux négocier. Bienvenue, je m'appelle Tom du blog youjusttweet.com. Il vous suffit de faire l'endroit sur le web où aller pour gagner votre indépendance financière grâce à la création de sites de niche. Alors, commençons avec le conseil numéro 1. Quand vous rentrez dans une négociation, amenez une sacoche sous le bras, faites dépasser un rouleau de pâtisserie en bois de la sacoche d'une façon que vos partenaires de négociation l'aperçoivent quand vous entrez. Une étude très sérieuse à l'école de négociation Nudelholz en Bavière a démontré qu'avec une telle approche, vous obtenez dans 88% des cas votre résultat escompté. C'est une plaisanterie. Je rigole. Devenons sérieux. Imaginez-vous la situation suivante. Vous êtes à une conférence de blogueurs. Vous souhaitez faire la promotion d'un programme de formation en vidéo d'un autre participant, mais avant de décider, vous souhaitez pouvoir utiliser son programme sans le payer pour l'évaluer. Vous dites, je suis intéressé de promouvoir ton programme, mais je veux toujours tester le programme avant de mettre ma réputation en jeu en le promouvant. Et lui, il vous répond, malheureusement, c'est contre ma politique. Je ne donne jamais accès à mon programme sans paiement. Alors, vous continuez un peu à discuter, mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Un troisième blogueur a suivi un peu la conversation et il dit, est-ce que je peux me permettre de me joindre à vous? Alors, tous vous deux, vous ne voyez pas d'inconvénient. Alors, il vient et après, ensuite, il demande à l'autre, pourquoi tu ne veux pas donner accès à ton programme? Et lui, il répond, je considère que c'est un programme de grande valeur et je ne peux pas accepter que quelqu'un l'utilise pendant des mois gratuitement. Ensuite, il demande à vous, pourquoi tu veux absolument avoir accès à son programme gratuitement? Vous répondez, j'ai juste besoin de me faire une idée que c'est vraiment un programme de qualité. Le troisième blogueur qui est arrivé réfléchit une seconde et ensuite il propose, tu ne peux pas lui donner un accès gratuit pendant 24 heures seulement, ça lui laisse le temps d'évaluer le programme et tu ne cours pas le risque qu'il l'utilise dans la durée. Et vous voyez, c'est une solution acceptable pour tous les deux qui est trouvée. Alors, quelle morale de cette histoire? Dans beaucoup de négociations, les participants oublient souvent que chacun voit la situation à travers d'une paire de lunettes différentes. Roger Fisher et William Ury de l'université Howard ont trouvé que beaucoup de... Attention, excusez-moi. Sans peut-être vous rendre compte, vous négociez tous les jours avec que c'est vraiment un programme de qualité. Tous les deux qui est trouvé. Alors, quelle morale de cette histoire? Dans beaucoup de négociations, les participants oublient souvent que chacun voit la situation à travers d'une paire de lunettes différentes. Roger Fisher et William Ury de l'université Howard ont trouvé que beaucoup de personnes se focalisent lors d'une négociation sur les positions qu'ils prennent
Il est beaucoup plus important de comprendre par contre les intérêts qui sont derrière une position. Qu'est-ce qui motive la position? En essayant de voir la situation à travers les lunettes des autres, de l'autre, de comprendre pourquoi il défend une position, en essayant de prendre sa perspective, vous avez une beaucoup plus grande probabilité de trouver un accord acceptable pour les deux parties. Posez la question directement, pourquoi c'est contre ta politique de ne pas donner accès pour tester ton programme? Alors, conclusion, essayez de comprendre les intérêts derrière les positions. Deuxièmement, ne demandez jamais ce que vous souhaitez obtenir, mais toujours plus. Je vois souvent des gens de demander exactement ce qu'ils souhaitent obtenir à la fin. Mais la négociation, c'est un jeu de donner et recevoir. Alors si vous êtes un négociateur avancé, bien sûr, il faut explorer des options où les deux parties sont gagnants. Ce qui est possible quand vous avez une meilleure compréhension des intérêts de l'autre partie, ce qu'on a vu dans le premier point. Par contre, il est beaucoup plus facile de simplement demander plus que ce que vous souhaitez obtenir. Ça vous laisse la possibilité de couper la poire en deux. Troisième point, l'impact positif de l'humour sur les négociations. Il y avait une époque pendant ma carrière où je devais négocier beaucoup. À ce moment, je lisais une multitude de livres et récits de recherche sur la négociation et je suis tombé sur une étude vraiment très intéressante que j'ai pu mettre en pratique avec beaucoup de succès ensuite. Karen O'Quinn et Joel Aronoff, deux chercheurs, ont publié dans Social Psychology Quarterly une étude de l'utilisation de l'humour en tant que technique d'influence sociale. Alors, ils ont demandé à des participants de l'étude de négocier avec un vendeur le prix de vente d'une œuvre d'art. Vers la fin de la négociation, le vendeur faisait une offre finale de deux façons différentes. Dans la moitié des cas, le vendeur disait qu'il sera prêt d'accepter un prix de 6 000 $, alors que dans l'autre moitié des cas, il a donné le même prix mais ajouté un peu d'humour. Bien, ma toute dernière offre est de 6 000 $ et je vous donnerai comme bonus ma grenouille de compagnie. Ce petit moment d'humour avait un très grand effet sur les résultats de la négociation. La partie des participants qui ont entendu de la grenouille ont fait une concession beaucoup plus importante sur le prix d'achat. Le résultat était d'ailleurs... Voilà. Bien. Donc, c'était juste pour faire écouter l'expérience d'un expert de la vente, pour montrer, déjà, je crois qu'il a traité dans son intervention de tous les aspects dont on parlait tout à l'heure sur la négociation, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une marge de manœuvre, de ne pas imposer ses points de vue, de ne pas partir sur les positions, mais sur les intérêts. Ensuite, la nécessité d'avoir une marge de manœuvre et quelquefois d'utiliser l'humour. Et c'est vrai que l'utilisation de l'humour peut avoir un impact très important, notamment dans la négociation. D'accord? Alors, la négociation raisonnée, c'est une approche qui a été proposée par Fisher et Rue de l'école de la Harvard Business School et qui avait notamment proposé de travailler la négociation non pas en se fondant sur les positions des parties, mais sur les intérêts qui sont en jeu. Et l'école de la Harvard Business School va proposer une négociation qui va être basée sur 4 principes importants. Le premier principe, c'est de se dire, quand on négocie, on va traiter séparément les questions, notamment de personnes, et l'enjeu de la négociation. Il ne faut pas que la personne entre en jeu, d'accord? C'est pourquoi, d'ailleurs, en négociation commerciale, on n'aime pas trop que, notamment dans les phases d'entrée de négociation, quand ça va être vous êtes Joe, Ndiaye, vous êtes de quelle ville, etc., on est parents, on n'est pas parents. D'un peu limiter ça, parce que ces facteurs-là peuvent notamment faire entrer des facteurs personnels, alors que ici, les facteurs personnels doivent être mis de côté pour aller travailler sur les intérêts qui sont en jeu, d'accord? L'autre aspect, c'est que notamment, il faut se concentrer sur les attentes de chacun. On le verra en négociation, c'est pourquoi l'aspect découverte est fondamentalement important. C'est important de se dire, l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quelle est la solution qu'il veut? Et moi aussi, je vais présenter le produit que je vends et qu'est-ce que j'attends aussi comme bénéfice, comme satisfaction, notamment dans la négociation. Et on va se battre pour trouver un point d'entente où chacun sera gagnant, d'accord? L'autre aspect,
c'est quand on va en négociation, il faut préparer un grand éventail de solutions. Il ne faut pas se dire que la seule solution, c'est que le client n'achète ou n'achète pas ce que je lui propose. C'est comme je le disais tout à l'heure, il est important de regarder tout ce qui peut entrer en jeu, notamment si c'est un produit, par exemple les services, les modalités de paiement, enfin tous ces trucs-là, on peut les mettre en jeu pour travailler sur plusieurs scénarios de négociation. D'accord? L'autre aspect aussi, c'est qu'il faudrait que les résultats reposent sur des critères objectif. Donc ça, c'est absolument clair. Il ne faut pas aller négocier pour dire acheter parce que vous êtes mon oncle, parce que vous êtes Ndiaye, etc. Quelquefois, beaucoup de gens le font. Des hommes peuvent négocier et jouer sur leur charme, ou les femmes notamment peuvent aussi le faire. Mais je crois que c'est pas forcément une bonne solution parce que on arrive à un résultat qui est indépendant de ce qu'on était en train de faire et ça peut compromettre notamment les prochaines négociations. Donc il est important que ces 4 aspects soient pris en considération. Maintenant, dans la mise en œuvre de la négociation, il y a quelquefois des tactiques qui sont utilisées par les négociateurs pour gagner, notamment. Donc ça aussi, c'est dans le cadre de la négociation distributive. Alors, il y a des tactiques psychologiques d'influence négative qui peuvent être utilisées par le client ou par le vendeur, mais généralement par les clients. C'est par exemple la polémique. C'est-à-dire que, pour éviter de dire que oui, vous avez raison ou j'accepte vos conditions de prix, il peut utiliser la polémique. Notamment, la polémique, ça veut dire quoi? Il va vous affronter en vous disant non, non, mais c'est votre produit, il paraît qu'il vient d'Italie, mais moi j'ai un ami qui m'a dit que non, ça ne vient pas d'Italie, ça vient de Chine ou ça vient d'Inde, etc. De vous amener à ramener votre prix là où il veut vraiment l'acheter. Donc ça, il ne faut pas laisser, il ne faut pas... comment on appelle ça encore, il ne faut pas lui laisser gagner ce jeu-là, mais c'est une tentative qui est quelquefois utilisée, d'accord? Il y a le passage en force, l'intimidation. Ça se fait beaucoup au Sénégal. Voilà, je connais votre DG, j'ai été là-bas, je suis un de vos gros clients, etc. C'est une manière de menacer l'autre, en fait, pour lui dire, fais ce que je veux. Si tu ne le fais pas, je pourrais ne plus commander chez vous ou je pourrais en parler à votre supérieur. Ça aussi, c'est aussi des tactiques auxquelles il ne faut pas du tout, notamment, se soumettre, d'accord? Ensuite, il y a la tromperie. Hein, un client peut vous dire, écoutez, moi je voulais juste acheter votre produit pour vous faire plaisir, mais j'ai un ami qui m'a fait une proposition exactement comme votre produit, mais le meilleur même d'ailleurs, il vient des États-Unis, c'est qu'il vient dans une semaine, mais je voulais l'acheter tout de suite, sauf que qu'il vient des États-Unis, il coûte 30-40% moins cher. Voilà. Et vous pouvez être tenté de dire, écoutez, dans ce cas, je vous fais une réduction. Ne faites pas de réduction dans des cas comme ça. C'est une tactique utilisée aussi d'influence négative pour gagner, d'accord? L'autre aspect, c'est vraiment la disqualification, voilà. Oui, mais comment vous appelez encore? Vous êtes de quelle entreprise? Avantage Consulting, mais c'est une petite entreprise, il paraît qu'ils font absolument rien, etc. Voilà, vous savez que nous sommes des grands, si on achète chez vous, bon, ça doit être un grand bonheur pour vous. Alors, le prix, au moins, je serai un client pour vous, je sais que vous peinez à en avoir, etc. Donc, c'est pour vous disqualifier, vous n'êtes absolument rien, vous n'êtes pas important, nous sommes plus importants que vous, etc. Et ça, c'est des tactiques qui sont souvent utilisées par les clients pour vous amener à accepter leurs conditions, que ce soit le prix, des modalités de paiement ou les services, etc. C'est des choses qu'il faut identifier dans la négociation et éviter de tomber dans le panneau. Il ne faut jamais jouer ce jeu-là avec les clients. L'autre type de tactique utilisée, notamment quelquefois par les clients aussi, c'est les tactiques d'ordre matériel. C'est que pour essayer de vous emmener à accepter leurs conditions, ça va être par exemple une des tactiques matérielles, ça peut être lié au temps, d'accord? Ça va être oui, mais je vous avais donné rendez-vous. Ah bon, c'était pour conclure. Oui, mais écoutez, je suis pressé, j'ai un rendez-vous rapidement, le DG m'attend. Bon, écoutez, on avait dit combien encore? Attendez, je vous fais le chèque. Oui, secrétaire, viens faire le chèque, donne-lui. Et il va faire un chèque pour le montant que lui, il voulait faire, le montant que vous voulez. Quelquefois, le commercial, il va se dire, bon, c'est 10% ou 2% moins, mais au moins je me fais une vente, je m'en vais. Alors qu'il devrait vendre au prix normal, par exemple, parce qu'il n'a pas l'autorisation, par exemple, de vendre moins cher. Ou bien il n'était pas obligé de vendre moins cher. Donc ça, le client peut jouer quelquefois sur ces tactiques-là, notamment de temps, en disant j'ai pas de temps, je dois voyager, etc. et vous imposer d'accepter. D'accord? Une autre tactique aussi d'ordre matériel utilisée, c'est vraiment le lieu, quoi. Voilà. Quelquefois, vous venez, au lieu de vous recevoir dans son bureau, ça va être, écoutez, j'ai une réunion importante dans mon bureau, là, je voudrais qu'on règle ça rapidement. Alors, je demande à ma secrétaire de vous faire le chèque. Vous n'avez même pas le temps de vous asseoir. Il va vous imposer d'aller prendre un chèque et de partir. Et il va signer un bon de livraison. Et demain, il va vous imposer de lui faire la livraison du produit. Voilà. Quelquefois aussi, c'est d'autres tactiques comme les retards volontaires.
d'accord, où le client va vous donner un rendez-vous, il va vous faire attendre 10, 20, 30, 40 minutes, le temps de bien vous cuisiner, ce qui fait que quand il arrive, ben, généralement, il peut vous imposer ces conditions. Donc ça, ce sont les différentes tactiques négatives, que ça soit d'ordre psychologique ou d'ordre matériel, que les clients peuvent utiliser pour vous amener à notamment souscrire à leurs propositions ou accepter leurs demandes. Mais le conseil que moi je donne, c'est d'identifier ces tactiques et de ne pas tomber dans le panneau. D'accord? Alors, les conditions d'une bonne négociation, il y en a 6. La négociation doit être optimale, chacun doit y tirer un grand profit. Il faut qu'il y ait une satisfaction partagée. Il faut que ça soit équitable, pas égal, hein, équitable. C'est-à-dire que chacun se dise que j'ai tiré vraiment le bon parti. Il faut que ça soit réaliste. Il ne faut pas proposer des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est très important. Il faut que ça soit efficace en termes de gain de temps. C'est très important. Mais il faudrait que aussi la négociation aboutisse à une pérennité relationnelle. C'est-à-dire qu'on puisse notamment avoir une relation durable avec le client, qu'on puisse donc le fidéliser. D'accord? Alors, les enjeux de la négociation, c'est d'abord une bonne préparation. Un expert de la vente disait que la préparation de la vente, c'est 90% de la vente. Et Dieu sait que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je donne souvent l'exemple des troupes qui font faire des prestations, ou des groupes de musique d'ailleurs, qui font des prestations en live. Mais vous imaginez, c'est 3, 4, 5 mois de répétition pour peut-être 2 heures de présentation. Donc tout se passe en réalité dans ça. Hein? Je me rappelle, un spécialiste du théâtre disait qu'un spécialiste de l'humour disait que même en fait ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, le fait de l'improvisation, ce qu'on appelle l'improvisation, qui est très utilisé par les humoristes, voilà. Il disait que même l'improvisation se prépare. L'improvisation, c'est les spectateurs qui ont l'impression que ça vient tout de suite dans l'idée de celui qui présente, alors que non, il avait même lui-même préparé comment est-ce qu'il allait improviser. Donc, c'est important de se préparer. Pourquoi se préparer? D'abord, pour cerner les besoins du client. N'oublions pas que la vente est une activité marketing. Pour pouvoir vendre, il faut savoir identifier les besoins du client afin de pouvoir le convaincre que notre produit ou service est la meilleure réponse à ses besoins. Donc, c'est important. Deuxième élément de la préparation, c'est pouvoir définir un objectif clair, précis. Troisième élément de la préparation, ça permet de vous donner une confiance en soi. Quand vous allez négocier, vous êtes bien préparé, vous connaissez votre interlocuteur, votre produit, vous savez quelles sont les options de négociation, vous êtes vraiment en forme, vous avez de la confiance en vous. Troisième point important, ou quatrième point important dans la préparation de la négociation, de l'objectif d'ailleurs, c'est de ne pas oublier des points importants à traiter. Souvent, ça arrive qu'un commercial aille négocier et c'est juste à la sortie qu'il se rend compte que j'ai oublié de parler de ci et de ça. Ça arrive souvent. J'ai souvent des cas comme ça de commerciaux lors des formations, des diagnostics. Donc, c'est important de lister l'ensemble des points sur lesquels on doit discuter pour pouvoir aller se préparer. Hein. On donne souvent l'exemple des pilotes d'avion. Un pilote d'avion qui a 20 ans, 30 ans d'expérience, qui est extrêmement fort, notamment quand il va aller préparer son vol, vous avez remarqué qu'il va commencer toujours par faire sa checklist, ok, décollage. Toujours, il prépare sa checklist de décollage. Et pourtant, il a 20 ans, 30 ans d'expérience. Pourquoi? Pour ne rien oublier. C'est le même cas pour le commercial, d'accord? L'autre aspect qui est important dans la préparation, c'est que ça vous permet d'être plus professionnel dans la discussion. Vous maîtrisez votre produit, vous savez de quoi vous parlez, vous avez les données, etc. C'est important. Et vous avez les réponses à chaque question du client ou à chaque interpellation du client. Ça vous permet aussi d'être dans un état d'esprit optimiste parce que vous savez que vous avez l'ensemble des armes pour pouvoir gagner, d'éviter certaines erreurs, oublier des papiers, ne pas avoir amené certains éléments que les clients vous avaient demandé, etc. Ça, c'est important. Savoir vous défendre aussi par rapport aux concurrents, c'est important de savoir qu'est-ce que font les concurrents et comment est-ce que je pourrais me défendre face aux concurrents. Mais il y a un autre point aussi très important en termes d'organisation, c'est cet objectif qui est d'être ponctuel. J'insiste beaucoup là-dessus parce que nous sommes dans un pays où on aime regarder les choses venir et on ne les anticipe pas. Voilà. Quelquefois, vous avez votre Facebook ou la télé, on vous dit « Ok, il y a un accident énorme sur l'autoroute ce matin à 9h, etc. » Vous prenez des rendez-vous. Vous savez qu'il y a des blocages dans telle zone, mais quand même, vous prenez le rendez-vous compte que
cet accident-là va peut-être vous ralentir de 2 heures, 3 heures. Quelquefois, on vous dit qu'il y a une marche dans telle zone, mais c'est important de pouvoir réellement prendre en charge ces choses-là. C'est comme pour le cas de la météo. Souvent, nous, on ne regarde pas la météo, on n'y fait pas très, très attention. Et la météo peut avoir un impact important dans nos déplacements, surtout en période hivernale, où on a beaucoup de routes qui sont gâtées ou qui sont pas très praticables, où il y a des bouchons énormes en raison des pluies. Donc ça, c'est des choses réellement sur lesquelles il est important de faire très attention. D'accord? Alors, maintenant, la préparation est de 3 ordres. La préparation est de la psychologique, elle doit être physique, elle doit être matérielle. C'est très important, déjà, avant d'aller en négociation, de préparer le dossier technique et la fiche client. Ça, c'est vraiment important. Et faites-le la veille de votre départ chez le client. C'est pourquoi un commercial, en fin de journée, il doit faire un travail chez lui ou au bureau pour voir demain qui est-ce que je dois avoir, qu'est-ce que j'ai comme information, où est-ce qu'on en était au niveau de la négociation. Demain, quels sont les outils dont j'ai besoin, etc. Ça, vraiment, il faut le préparer la veille, notamment du lendemain de votre négociation. C'est fondamentalement important. Parce que quelquefois, vous êtes un commercial qui ne passe pas au bureau tous les matins. Quelquefois, le rendez-vous est tellement matinal que vous ne pouvez pas passer au bureau, etc. C'est un problème. Quelquefois aussi, les supports que vous pouvez utiliser peuvent être en rupture de stock. Donc tout ça, il faut réellement les préparer en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises. D'accord? Autre aspect important, c'est que quand vous allez en négociation, préparez ce qu'on appelle des fiches découvertes. C'est très important. Quand vous allez chez un prospect, vous avez déjà un fichier. Le fichier vous a donné un certain nombre d'informations sur le prospect. Avant de partir, renseignez-vous pour vous dire qu'est-ce que je sais déjà du prospect. Qu'est-ce que je sais du prospect? Ok, sa signalétique, ses attentes, ses besoins, l'utilisation du produit, etc. Tout ça, peut-être que je le sais en amont, avant même d'aller le voir. D'accord? Qui sont ses fournisseurs actuels? Ok. Ensuite, ces fournisseurs actuels, qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de moins que moi? Okay? Ensuite, notamment par rapport à la récurrence du besoin ou par rapport à son budget, etc., il faut bien se poser la question de savoir, quand je vais négocier, quelles sont les options que je vais mettre en place. Est-ce que je vais uniquement lui proposer d'acheter le produit sec? Est-ce que je vais lui mettre le produit avec 1 ou 2 services? Est-ce que je vais lui proposer de payer au comptant? Est-ce qu'on va travailler plus sur payer en 2, 3 tranches, etc. Il faut travailler sur l'ensemble des modalités qui peuvent entrer en jeu dans la négociation. Ça vous donnera une grande marge de manœuvre et une possibilité de vous adapter à la situation que vous trouverez. Parce que la négociation, comme on est en train de le faire actuellement, c'est du live. Et dans le live, les erreurs sont difficilement rattrapables. D'accord? L'autre point dans la préparation, c'est écrire les questions qu'on va poser. C'est très important d'avoir un listing sur son bloc-notes, jamais sur une feuille perdue, mais sur son bloc-notes, ce qui vous permet lors de la négociation de regarder discrètement votre bloc-notes et de vous rappeler les points à aborder. Ça, c'est vraiment très important. Mais listez les points que vous voulez poser. Parce que votre mémoire n'est pas un mémoire de stockage qui est sous vos yeux. Vous pouvez oublier des choses. Donc, c'est important quand vous allez négocier de lister tout ça. Ça vous permet, quand la négociation est très intense, de vous rappeler quand même qu'il y a des points sur lesquels vous devez avoir un plus. C'est important, c'est un conseil que je donne pour pouvoir, en tout cas, optimiser notamment sa négociation. D'accord? L'autre aspect, c'est de se fixer un objectif raisonnable dans la limite du temps. Je l'avais dit, je le redis tout le temps. On ne va pas en négociation prospect pour la première fois en se disant que mon objectif, c'est uniquement de vendre. Non, il faut comprendre que vous pouvez vendre. Si la vente n'est pas acquise, au moins je peux me dire l'objectif, c'est d'amener l'individu à être vraiment attiré, intéressé par le produit. Voilà. Même si ces 2 points-là, vous ne les avez pas lors de la négociation, cherchez un troisième objectif, c'est de se dire comment rechercher des informations supplémentaires qui me permettront, dans un temps court ou dans une autre vous risquez d'aller en négociation en perdant tout parce que vous êtes dit du moins que c'est tout ou rien, alors que c'est pas tout ou rien, c'est tout ou autre, c'est un ou autre chose. Donc préparez l'ensemble des modalités et faites tout pour que à la fin de la négociation, même si vous n'obtenez pas un achat, que vous ayez une promesse, que vous ayez la possibilité pour le client de réétudier pour acheter, ou bien tout simplement que vous ayez acquis des informations supplémentaires pour être mieux armé afin de pouvoir le convaincre la prochaine fois. Donc ça, c'est des points importants dans la préparation de la négociation, d'accord? Maintenant, il faut préparer tous ces documents et les mettre dans son cartable, toujours.
Quand vous allez en négociation, vous devez rencontrer 10 prospects. Si vous avez des flyers ou des plaquettes, ayez-en au moins 12 ou 15 pour avoir notamment une marge de manœuvre. Parce qu'au Sénégal, on a des pratiques aussi. Vous allez voir ses collègues ou bien vous lui présentez un document, il va vous dire est-ce que vous pouvez m'en donner un pour que je le remette à mon collègue. Donc ça aussi, c'est des marges de manœuvre à prévoir, notamment dans votre négociation, d'accord. L'autre aspect aussi, toujours dans cette négociation, c'est de préparer son itinéraire, c'est de préparer son habillement. Beaucoup de gens perdent beaucoup de temps à s'habiller le matin pour aller travailler. C'est pas la peine. En matière commerciale, c'est très simple. Moi, le conseil que je donne, c'est choisissez-vous un uniforme de travail. Si vous êtes un homme, achetez 4, 5 costumes, dites-vous que ça, c'est uniquement pour le job. Si c'est une femme, trouvez des tailleurs, robes, vous en avez une bonne dizaine, vous les mettez dans votre coin en disant que ça, c'est uniquement pour le travail. Ce qui fait que vous n'allez pas être fatigué parce que c'est des ensembles bien assortis. Si c'est un homme, c'est chemise, cravate, veste, tout ça bien assorti, tu sors, tu emmènes. Si c'est une femme, c'est les couleurs depuis la robe jusqu'au sac, les chaussures, tout ça, c'est bien assorti. Ça vous permet de faire votre travail plus facilement et de ne pas perdre du temps dans la préparation. D'accord? Maintenant, reste la préparation psychologique. C'est important quand on va travailler, quand on va aller en négociation, de se dire, j'ai les chances de gagner. Parce que c'est, comme disait l'autre, je gagne ou je gagne. Voilà. Parce que soit tu gagnes une commande, soit tu ne gagnes pas de commande, tu gagnes une opportunité de vendre la prochaine fois. Donc ça, il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit positif. Voilà. Il faut aussi utiliser des rites qui vous permettent d'être dans un état d'esprit positif. J'aime souvent dire dans les formations que si vous avez des croyances spirituelles particulières, du genre il faut donner un sacrifice, une aumône, etc., faites-le. Voilà, s'il faut verser de l'eau devant la porte parce que vous pensez que ça va vous faciliter la journée, ben faites-le. Tout ce qui peut en réalité, qui psychologiquement vous mettre dans une position positive, vous donner envie de gagner, vous supporter, faites-le le matin pour être dans les conditions de bonne négociation. Voilà, bien. Alors, maintenant, quand vous devez aller en négociation, bien sûr, avant d'aller voir le prospect, ce serait bien quand même d'avoir une analyse de la situation du prospect ou du client. C'est important en préparant une grille. La grille, on peut l'appeler une grille AIH. C'est-à-dire, dans l'analyse du prospect, de ce que je sais de lui, quels sont mes atouts par rapport à lui, ce qu'il attend, qu'est-ce que je ne sais pas de lui, et troisièmement, quels sont les handicaps que j'ai par rapport à mes concurrents. Donc ça, c'est une grille. Comme je l'ai dit, si vous voulez des documents, vous me dites, vous m'envoyez des messages, je vais vous envoyer tout ça en PDF, en fait, par email, il n'y a aucun problème, voilà, c'est ça. Donc c'est important d'avoir ces grilles et ensuite d'avoir des grilles découvertes, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas, déterminer les questions, voilà. Donc la préparation, ça permet de pouvoir anticiper, ça permet d'avoir une palette de stratégies, ça permet d'organiser la visite, quand est-ce que je dois partir, comment, etc. Ça permet de mesurer les enjeux, notamment de la négociation. Ça permet de collecter des informations, mais ça permet aussi de travailler sur, notamment, tout ce qui va me permettre d'aller convaincre le client, c'est-à-dire les supports de présentation, mes cartes de visite, le matériel de démonstration, les devis, je ne sais pas moi, tout ce qui me permettra en réalité de pouvoir aboutir à une conclusion de la négociation. Voilà, bien. Donc, le dernier point sur lequel je voulais parler donc, et que j'avais annoncé, c'est qu'est-ce qui fait un bon négociateur, ok? Quelles sont les difficultés du métier de négociateur? Quelles sont les qualités requises pour un négociateur? J'en avais parlé, mais je vais juste les rappeler rapidement. Un bon négociateur, c'est un conseiller. C'est un ambassadeur. C'est un expert dans le domaine dans lequel il est. C'est un leader. Un vendeur a forcément du leadership. C'est un excellent orateur. Quand je parlais de la prise de parole en public, j'ai bien aimé d'ailleurs le live sur l'éloquence. L'éloquence, c'est le vendeur. Il faut qu'il soit très éloquent. Il faut qu'il puisse savoir défendre notamment. Et ça, c'est important qu'il soit un excellent. Un bon gestionnaire, il gère du temps, il gère de la documentation, il gère son client. C'est un bon psychologue. J'avais dit que l'aspect psychologique est fondamental dans notre job. C'est un décideur aussi. C'est quelqu'un qui prend des décisions, mais dans la limite aussi de son manuel de procédure. C'est quelqu'un qui analyse, notamment. C'est un facilitateur, c'est un manager. Okay? Le vendeur, c'est aussi quelqu'un, le négociateur du moins, c'est aussi quelqu'un qui doit savoir faire face au stress, à la pression de
de la négociation. C'est très important de pouvoir travailler sur la gestion de son stress. Vous le voyez souvent, que ce soit des spectacles, que ce soit des gens qui tirent le penalty, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont souvent, avant de commencer, faire une très grande respiration. Donc ça, on pourra peut-être y revenir sur la... Mais c'est très important de savoir gérer son stress et de gérer la pression, de ne pas perdre la tête, de ne pas mélanger les documents. Et pour ça, il faut vraiment être posé. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On pourrait en reparler une prochaine fois ou un autre intervenant en parlera. D'accord? C'est aussi pouvoir s'adapter, avoir du talent, se remettre en question, être tenace, savoir écouter, avoir de l'assertivité, etc. Donc tout ça, c'est des qualités vraiment psychologiques, physiques, relationnelles, intellectuel, moral qu'il faut avoir pour être un excellent négociateur. Vraiment, c'est des qualités dont on avait parlé et dont je souhaitais faire un petit rappel. Voilà. J'espère que la présentation vous a apporté un plus pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que la négociation, d'accord? D'aboutir à un écart, d'aboutir du moins à un accord en des écarts, d'accord? Montrer qu'il y a des conditions pour que la négociation puisse marcher, qu'il y ait un face-à-face, qu'il y ait de la divergence, qu'il y ait une volonté d'arriver à un résultat, qu'il y ait des objectifs, qu'il y ait une marge de manœuvre. Montrer qu'on a 3 stratégies de négociation. La négociation, elle peut être notamment une négociation distributive où le plus fort impose ses conditions aux plus faibles. Elle peut être une négociation de compromis où chacun va tirer le moins possible, donc c'est du lose-lose. Et la meilleure négociation, qui est la négociation issue de l'école de la Harvard Business sur la négociation raisonnée, c'est ce qu'on appelle la négociation coopérative, qui est la négociation win-win, qui est la meilleure approche de négociation. Savoir que quand on négocie, il peut y avoir, bien sûr, ce qui est profitable, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des tactiques positives, le fait d'écouter, d'avoir confiance, donner un crédit, etc. Mais quelquefois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tactiques d'ordre négatif, que ce soit des tactiques psychologiques ou des tactiques matérielles. Il faut bien identifier ces tactiques, ne pas les accepter et savoir comment les contourner, c'est très important, d'accord? Ensuite, montrer que la négociation, c'est de la préparation. Hein. Je l'avais dit, 90% d'une négociation, c'est de la préparation, c'est se donner un objectif, c'est pouvoir travailler sur plusieurs hypothèses de négociation, c'est vraiment très important, c'est savoir bien se préparer, se mettre en bonne condition psychologique, avoir envie de gagner, voilà. Et c'est aussi bien préparer ce qu'on va porter et tout ça, etc. Sa documentation, faire ce qu'on appelle des fiches découvertes avant de partir, déterminer les questions qu'on va poser, faire l'analyse SWOT de ce que vous avez par rapport à ce que le concurrent a pour pouvoir déterminer, comme on a dit, quels sont vos atouts. Quels sont vos atouts notamment, quels sont les points sur lesquels vous avez encore des informations à avoir et quels sont les points sur lesquels vous êtes en situation de handicap. Ça vous permet de pouvoir bien approcher la négociation et d'apporter les meilleures réponses à votre prospect. Voilà, bien. Nous aborderons le mardi prochain un autre aspect de la négociation, c'est les 5 étapes de la négociation. C'est notamment l'approche client, c'est la découverte du client ou du prospect. La 3e étape, c'est l'argumentation. La 4e étape, c'est le traitement des objections. La 5e étape, c'est la conclusion. Mais comme on a le temps, je préfère que ces points puissent être traités un par un, donc ça me donnera 5 séances. Voilà. N'hésitez pas à envoyer des messages pour notamment donner vos points de vue ou en tout cas demander des éclairages ou contribuer. N'hésitez pas aussi à envoyer des messages privés pour que je puisse vous envoyer de la documentation. Voilà. Je vous remercie énormément. Restez en place, ne bougez pas. Live Bombasek arrive tout de suite. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. À très bientôt. Merci.